Léos Carax. Bonjour. Donc Léos Carax, Léopard d'honneur Swisscom de cette 65e édition du Festival de Locarno. D'une part, c'est une immense joie de vous accueillir, de vous remettre ce prix, et aussi de remontrer ou de montrer pour la première fois en Suisse tous vos films. Et puis c'est aussi un immense honneur que vous nous accordez que de discuter, parler ensemble, parce que votre parole, elle est rare, elle est précieuse. Pas de la même façon que vos films, qui sont aussi rares et précieux. On espère qu'ils le seront moins rares et qu'ils seront de plus en plus précieux. Mais j'ai beaucoup apprécié que vous acceptiez de converser. Alors je ne sais pas si c'est... Alors ça ne sera sûrement pas une leçon, ça sera peut-être un dialogue ou une conversation, mais en tout cas je pense que ça sera un échange avec vous tous. Je sais qu'il y a dans l'assistance évidemment des spectateurs du festival, des cinéphiles, des gens qui admirent votre œuvre. Il y a aussi des cinéastes, il y a aussi beaucoup de jeunes cinéastes qui sont ici pour une raison ou pour une autre, et souvent pour montrer leurs films. Donc je pense que c'est pas mal aussi de parler travail, de parler cinéma, de parler fabrication des films, comment on fabrique un plan, comment on fait un film. Mais pour commencer, je voulais... Quand on a évoqué ce projet de discussion, vous m'avez dit il faut trouver un angle, mais surtout pas la cinéphilie. Alors pourquoi est-ce que pour vous la cinéphilie c'est la maladie du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose de négatif, ou est-ce que c'est cette idolâtrie des images et des films qui vous agace? Non, je pense pas être un cinéphile. Alors, j'ai vu beaucoup de films. Quand j'étais jeune, à l'époque où j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé à faire des films en même temps que j'ai découvert le cinéma. Donc j'ai vu, je sais pas, peut-être de 16 à 25 ans peut-être, beaucoup de films, cinéma muet, américain, russe, nouvelle vague. Et je pense que j'ai payé ma dette d'amour envers le cinéma dans mes 2 premiers films. Et depuis, j'y vais beaucoup moins. Mais j'aime toujours le cinéma. Il n'y a pas besoin de voir des films pour aimer le cinéma, finalement. Oui, en fait, c'est plus le cinéma que les films. Et vous l'avez dit au sujet de Holly Motors, que le moteur du film, c'était le cinéma, mais que le carburant, c'était la vie. Oui, c'est le langage. Mais je pense que les gens sont étonnés quand peut-être des fois par ça. Donc, plutôt que... Je pense que le langage du cinéma, des fois... je pense qu'un enfant qui voit le film, par exemple, n'a pas ce problème-là. Mais après, il y a le... Moi, je m'en rends compte par rapport au film. Les gens parlent beaucoup de références et de choses comme ça. Il y a sans doute 2-3 choses dans le film qui s'appuient sur d'autres choses, mais pas beaucoup plus que ça, et certainement moins que dans la plupart des films. Mais comme effectivement le langage du film et le cinéma, ça perturbe les gens. Oui, c'est un film qui parle le cinéma, mais en même temps, c'est vrai que c'est sûrement l'un des films les plus originaux, les plus nouveaux, les plus neufs qu'on puisse voir aujourd'hui, qu'on puisse imaginer. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous en disant qu'on pourrait très bien aimer ce film, voir ce film sans avoir jamais vu d'autres films de l'histoire du cinéma. Même, je pense qu'un enfant, sans doute, comprendrait mieux, enfin, aurait moins de problèmes d'interprétation que beaucoup de spectateurs avec plus de culture ou plus de... Je pense que oui, je pense que le film est simple. Si on accepte de ne pas savoir où on va pour 20 minutes, ce qui est long aujourd'hui, mais ce qui n'est pas si long que ça. Vous pensez que c'est un film qui est moins acceptable aujourd'hui, ça devient inacceptable, le cinéma? Ça, je sais pas. Je sais pas, je connais pas bien le public. Je pense que d'une certaine façon, il est plus
impatient. Et d'une autre manière, il a peut-être aussi évolué grâce aux séries, à certaines séries américaines, à certains films qui sont des bornes, mais ça concerne finalement peu de gens. Je ne connais pas très bien l'état du cinéma. On peut continuer à... Moi, j'ai plein de questions à poser à Léos Carax. J'ai envie de parler avec lui. J'ai pas envie de vous priver. J'ai pas envie de vous frustrer d'un échange aussi ou d'une question. Donc, n'hésitez pas. Je sais pas, vous connaissez pas l'état du cinéma parce que vous n'êtes pas un observateur du cinéma, mais vous connaissez l'état du monde, la manière dont les messages, les informations, la communication, comment ça circule. C'est vrai que le film, la construction un peu rhizomatique du film, vous parliez des séries, vous parliez de les nouvelles formes de cinéma. Est-ce que le film est très très contemporain ou au contraire c'est une forme de poésie qui aujourd'hui se sent un peu seule? Les deux, il y a l'orgueil d'un poète russe, Mandelstam, qui disait de personne jamais je n'ai été le contemporain. Mais il y a forcément le monde rentre dans un film. Moi, j'essaye toujours que la vie rentre dans les films. C'est pour ça que des fois mes tournages ont été longs, enfin pas que pour ça. Mais je pense qu'il faut du temps. Par exemple, les premières semaines d'un tournage, il faudrait les mettre à la poubelle parce que tout le monde est tellement concentré que c'est étouffant, c'est toujours raté. Donc je m'arrange soit pour refaire le début du tournage, le refaire plus tard, ou commencer par des choses qui seront foutues à la poubelle de toute façon, ou voilà. Mais ce qu'on appelle la vie, c'est pas forcément l'état du monde, je sais pas, la vie, c'est les sentiments aussi. C'est la vie aussi bien la mienne que celle des gens qui participent au film. Un film, ce n'est pas un tunnel dans lequel on s'engouffre et on se retire de tout. Il faut qu'à un moment, ça rejoigne l'expérience de la vie. Donc c'est toujours difficile, parce qu'il y a une chose qui s'appelle la concentration, c'est qu'il faut. Donc la préparation sert à bâtir ce tunnel et après, il faut s'en échapper. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que vous avez un peu réglé votre dette, ou en tout cas réglé votre relation avec le cinéma, avec vos deux premiers films, parce que je pense à un film que j'adore, que je trouve magnifique, qui est Paula X, où là c'était un film avec une très grande ambition, où là justement il s'agissait de parler de l'état du monde, il s'agissait de parler de la guerre, il s'agissait de parler des frontières, de l'Europe. Est-ce que c'est pour ça que le film finalement a été incompris au moment de sa sortie, et ensuite davantage compris, parce que le film avait un discours qui était trop je ne vais pas dire trop ambitieux, parce qu'on n'est jamais trop ambitieux, mais pourquoi les films plaisent ou déplaisent, ça j'ai aucune idée. Celui-là est celui qui a le plus déplu, c'est sûr, de mes films à moi. Je ne revois pas mes films, donc je ne sais pas ce que j'en pense. Le film allait trop loin? Je ne sais pas, c'était pas... Il y a pas dans mes films, il n'y a pas la peur du ridicule, si vous voulez. Donc mes films sont sûrement d'une certaine façon grotesques pour pas mal de gens. Et je pense que c'était le cas pour celui-là. J'aimerais bien qu'il y ait une diffusion, enfin que ça circule un peu plus. Oui, monsieur? Bonjour. J'ai une question tout à fait terre à terre. Vous avez convaincu un homme aux œuvres aussi rares et aussi précieuses que les vôtres de venir sur Holy Motors. C'est Gérard Moncey pour la musique de fin. Comment vous avez fait? Très simplement, en fait, je connais que cette chanson de Gérard Moncey. Non, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Et il m'a dit oui, si il voulait juste voir la séquence pour être. Donc il est venu voir la séquence, quand on l'a tournée, il a été d'accord. Monsieur, oui, on va vous donner
On va vous donner un micro, monsieur. Deuxième rang. Merci. Monsieur Carax, vous avez parlé que la vie doit rentrer dans le film. Trouvez-vous ça extraordinaire que dans la même année et quasi à la même temps, deux films sortent, je parle de Cosmopolis et votre film, qui sont dans beaucoup de détails très très similaires, mais ils sont très très différents. Est-ce que c'est un fait rare? Est-ce que c'est un accident? Pensez-vous que aujourd'hui les vies ou les thèmes sont tellement parallèles que c'est tout à fait possible que deux choses apparaissent en même temps? Lui, c'est une adaptation d'un livre qui a été écrit, je sais pas, il y a 10 ans ou je ne sais pas quand. Mais non, ce sont des... Je pense que ces limousines extra longues sont fascinantes. Moi, elles m'apparaissent comme des très bons moteurs à fiction. Elles sont à la fois érotiques et morbides. Elles sont à la fois totalement faites pour être vues, et à la fois elles sont opaques, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Donc elles me paraissent, oui, même on peut dire qu'elles sont comme une bulle, comme la bulle virtuelle. Quand on est à l'intérieur, on n'est pas dans la vraie vie. Donc il était finalement assez normal que différents cinéastes s'en inspirent. D'ailleurs, cette limousine, moi, elle me fait penser aussi à une caméra. C'est aussi l'amour des machines, des appareils. Une boîte noire avec aussi une fenêtre sur le monde. Ça pourrait être aussi quand on dit qu'avant on filmait avec des appareils qui étaient plus gros que soi, qui maintenant sont des petites choses. Il y a aussi, c'est aussi un film contre le virtuel. C'est un film sur l'incarnation, sur le corps, sur les machines, contre cette idée qu'aujourd'hui tout devient virtuel. Je ne sais pas si c'est contre ça, mais moi j'aime bien l'invisible, mais le virtuel n'est pas l'invisible. C'est comme une version paresseuse de l'invisible est habité. Le virtuel est proposé comme un monde qu'on habiterait, qui est un monde sans expérience, si vous voulez. On peut voir ça dans les guerres virtuelles, ou la notion de zéro mort, ou les drones qu'on commande à distance. Il n'y a plus de responsabilité. C'est ça que voilà, le film parle de ça aussi, mais c'est pas une théorie ni rien. C'est moi, j'ai commencé, il y avait encore les caméras à pellicule, les caméras à moteur. Et mon premier, quand j'avais 17 ans, j'ai tourné avec une Mitchell, qui était la plus grosse caméra, et la plus belle d'ailleurs. Mes derniers films, je les ai tournés avec des objets grands comme ça. C'est sûr qu'on se sent moins puissant avec ces objets. C'est ce que dit Monsieur Oscar dans le film. Il a du mal à y croire parfois. Voilà, je crois que pour faire du cinéma, il faut de la croyance. Voilà. Alors si l'objet de sa foi est tout petit, on a du mal. Ouais. Mais on y arrive tout de même, et je pense qu'il y a surtout les jeunes gens qui commencent avec ces caméras-là. Moi, j'ai une petite caméra maintenant qui s'appelle la GoPro, qui est grande comme ça. Je pense que les gens vont arriver à faire des films avec des caméras qu'on ne verra pas. Mais l'expérience sera différente. Il y a une main tendue au fond, tout au fond. Bonjour, Monsieur Carax. Je suis très honorée d'être en votre présence parce que jusqu'à hier, je n'avais vu aucun de vos films. J'entendais parler de vous, mais je n'avais vu aucun de vos films. Et hier, j'ai vu Mauvais Sang dans une petite salle ici. Et voilà, et je voulais d'abord vous parler de cette bulle virtuelle dont vous parlez. Comment vous avez fait pour faire ce film en 86 ?
parce que je pense que vous décrivez exactement ce que nous vivions, ce que notre génération vivait à cette époque-là, dans les années 80 à Paris. Et nous le vivions de plein pied, sans recul. Et vous, comment avez-vous fait pour être justement dans cette bulle virtuelle et pouvoir regarder ça comme un peu de loin, je dirais, même presque comme... En fait, c'est ça un peu le regard du créateur, je pense. C'est le regard qui arrive à se détacher de la vie tout en étant dans la vie. Comment vous êtes arrivé à faire ça aussi jeune, parce que je pense que nous devons être de la même génération. Bon, j'aurais pu comprendre quelqu'un qui a notre âge actuellement qui fasse ce mouvement-là, d'être dans la bulle virtuelle et regarder la vie avec distance. Mais je pense qu'à l'âge que vous deviez avoir à l'époque, comment vous avez fait déjà? Moi, je ne comprends pas, ça m'a complètement dépassé. Quand je voyais les décors, j'avais l'impression de revoir Bastille dans les années 80. Voilà, donc voilà. Et puis je vous remercie beaucoup. Merci. Ça, je ne me souviens pas du tout comment j'ai fait ça, mais on parlait de la vie et du cinéma tout à l'heure. Les gens qui ont une vie de cinéma, j'ai souvent dit que pour moi c'était quelque chose que j'ai découvert vers 16 ans, je crois, et que j'ai eu le sentiment de trouver mon pays ou mon île. Je décris ça comme une île, souvent une île entourée d'eau, donc on n'y arrive pas facilement. Mais que finalement il n'y a pas une... Le monde et le cinéma, c'est l'un et l'envers de l'autre pour moi. Il y a donc peut-être quand on est dans la vie, il est plus difficile de la regarder. Quand on est sur cette île, on la voit mieux, comme si on était derrière une vitre sans teint ou quelque chose. Ou qu'elle surplombait, peut-être cette île surplombe l'autre monde ou quelque chose. Mais c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on est... c'est pas les gens disent les films sont des rêves. Moi, je ne pense pas que les films soient des rêves. Les films, l'expérience de projection de film est un rêve. C'est pour ça que j'ai... Le début de Holy Motors. Oui, ou l'expérience c'est très fort de découvrir le cinéma pour un enfant, même si on n'est pas seul dans une salle, on est tout de même seul dans le noir, entouré de gens qu'on ne connaît pas, à part peut-être sa mère ou sa grand-mère. Et d'avoir cette machine derrière soi énorme qui projette quelque chose qui est tellement plus grand que nous. Cette expérience-là peut se rapprocher du rêve, mais faire des films, pas du tout. Et je crois que dans ces années-là dont vous parlez, en tout cas ces deux, trois premiers films, oui, c'est vraiment le cinéma qui les a nourris, au sens de... j'étais tellement reconnaissant d'avoir trouvé un monde à habiter. Voilà, donc ils ont été faits dans cet amour-là. Oui, monsieur, on va vous donner le micro. En rapport aux Holy Motors, quels sont les problèmes de montage que vous avez trouvés en post-production? Aucun. J'adore le montage. Le problème du montage, c'est toujours de s'arrêter. Il faut finir un jour, mais non, les seuls problèmes seraient techniques et ne seraient pas très intéressants. C'est-à-dire que toute la chaîne d'aujourd'hui qui est numérique n'est pas prête, donc personne ne sait faire rien. Donc tout est compliqué et long, pour aucun résultat, parce qu'à l'arrivée, les films sont projetés, pareil, sur des écrans que les gens ne connaissent pas, sur des machines que personne ne connaît rien à rien. Donc on nous a vendu le digital comme ça, un peu comme un médicament, comme les labos vendent des médicaments, mais pour une maladie qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas ce que c'est censé guérir. Et ça, c'est un problème, mais en termes de montage, si vous voulez, de montage pur, non, il y avait juste, parce qu'au montage, on pense un peu au spectateur pour la première fois. On pense, si vous voulez, je pense qu'on fait des films un peu pour des morts, et
on les montre à des vivants, donc il faut tout de même penser aux vivants à un moment ou à un autre. Et là, il y avait peut-être pas, ça m'est peut-être pas venu à moi en premier, mais peut-être mes collaborateurs. Est-ce qu'il y a un moment où les gens peuvent... Quelle est la porte d'entrée dans ce film? Il ne faut pas qu'elle apparaisse à la fin seulement. Donc j'ai essayé de faire attention un peu à ça, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Oui. Mais pardon, mais c'est... Bon, parler cinéma, pour moi, c'est un peu un cauchemar. Mais parler cinéma en plein jour, en pleine lumière, c'est un gros cauchemar. Je pense que le cinéma est une chose de la nuit. On dit les amants de la nuit du chasseur. Et voilà. Je vais essayer quand même. Vous y arrivez très bien. Oui. Encore une question très factuelle, excusez-moi. J'ai lu que vous avez choisi votre nom d'artiste, Léos Carax, qui contient Oscar. Et d'ailleurs, Oscar est le personnage aussi de Holy Motors. Est-ce qu'il y avait là une ambition hollywoodienne? C'est pas un nom d'artiste, j'ai changé de nom à 13 ans, bien avant de savoir que je ferais du cinéma. Donc ça n'a aucun rapport, non. Justement, j'ai l'impression que dans vos premiers films que vous avez réalisés très jeunes, il y avait une forme de sagesse, il y avait une forme de mélancolie, ou alors un regard qui, comme elle dit Madame, pouvait s'apparenter à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Et puis, avec Holy Motors, et puis avant avec Merde, on a l'impression de voir parfois un film... Enfin, il y a des gags, il y a un esprit beaucoup plus potache, il y a de l'humour, comme si vous rajeunissiez en vieillissant, ou que vous sentiez plus libre, plus prêt à des choses burlesques, à des choses comiques. Je pense que je tourne tellement peu, si vous voulez, sinon si j'avais pas trouvé cet élan un peu que j'appelle grotesque ou comique ou farcesque, je serais mort. Donc voilà, ça a été un peu ma façon à moi. En tout cas, le film Merde dont vous parlez, qui n'était pas un long métrage, qui était un 40 minutes, je crois, m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais pas... Finalement, si vous voulez, si on regarde de 20 à 30 ans, j'ai fait 3 films. De 30 à 40, j'en ai fait un. Et de 40 à 50, j'ai fait 40 minutes. Donc, c'était mal parti, si vous voulez. Il fallait que je trouve quelque chose pour... Alors, c'est vrai que les caméras numériques que je déteste tant, elles m'ont bien aidé, puisque j'ai pu tourner moins cher et plus vite. Mais en même temps, j'ai abandonné plein de choses. C'est-à-dire... à partir de Merde, j'ai plus regardé les roches, par exemple. C'est-à-dire, ce que vous voyez sur l'écran, ce n'est pas mon travail, ni totalement le travail du chef opérateur. C'est un aléatoire entre toutes ces machines et l'écran de la salle que vous avez choisi. Voilà. Donc, il est très difficile de s'intéresser aujourd'hui à l'image, par exemple. Vraiment. Le côté artisanal du cinéma, ou le côté justement solide, comme un film comme Les Amants du Pont-Neuf, aujourd'hui c'est impensable parce qu'on ne construit plus de décors, il n'y a plus de... Le côté artisanal du cinéma est en train de disparaître. En tout cas, ce cinéma, vous avez été peut-être le dernier à profiter de ce cinéma à l'ancienne, avec des ouvriers, des gens qui construisent des décors, des gens maintenant, il y a des écrans bleus ou verts, et tout est virtuel. Oui, j'étais en Pologne là, il y a une semaine, et j'ai vu le studio qu'ils sont en train de bâtir. Là, je ne saurais pas dire son nom, ce chef opérateur, technicien, réalisateur, Zbig quelque chose. Enfin bref, il est en train de construire dans une petite ville, Wrocław, un studio où on pourra faire un film totalement en fond vert, bien sûr, mais où il n'y aura plus de ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire c'est pas le tournage, puis après on monte tout ça et on fait les trucages, on fait tout en même temps. Voilà. Alors, tout est à base de motion control et de fond vert.
C'est très intéressant d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a des gens, ils vont créer une école, là, et puis des gens qui naîtront au cinéma par ces méthodes-là. Ça n'a pas été mon cas. Moi, je suis commencé dans les années 70-80, où il y avait encore... bon, c'était déjà la fin des grosses caméras. J'ai fait qu'un court-métrage avec une grosse caméra. Après, je suis passé à des caméras moyennes, si vous voulez. Mais je pense que quand on voit un travelling, par exemple, du début du cinéma, de Murnau ou quelque chose, on a vraiment le sentiment de par la lourdeur de la machinerie. Si une caméra suit un homme, par exemple, à l'aube, on a vraiment l'impression que c'est Dieu qui le regarde. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous regardez le même type ou un type qui est suivi par une caméra sur YouTube, vous n'avez pas ce sentiment-là du tout. Donc il faut recréer ce sentiment par d'autres moyens, ce qui est intéressant, mais c'est le travail d'aujourd'hui. Donc ça pose des vraies questions de mise en scène. Il y a quand même des cinéastes aujourd'hui enfin les cinéastes aujourd'hui se posent des questions de mise en scène différentes parce que les outils sont je crois qu'il faut, sinon on refait des copies, des photocopies de choses. Il faut réinventer, mais toujours. Une question, la jeune fille perchée dans les... Quel rapport avez-vous avec la beauté? C'était quoi? Quel rapport avez-vous avec la beauté? Excellent. Ça varie avec l'âge, ou avec le temps, plutôt que l'âge. Je pense que la recherche de la beauté, quand on est jeune, elle est un peu forcée. On la cherche à tout prix ou dans tout. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaye de la laisser venir ou de la susciter ou de la trouver dans des choses qui ne sont pas belles pour les autres, disons. Mais forcément, on vient au cinéma par là, enfin, ou je suppose qu'on vient à la peinture ou par autre chose. Tout endroit de l'art par là, cette recherche de la beauté, dont il est question dans Holy Motors. Déjà, c'est le plus grand des mystères, c'est-à-dire le goût humain, le goût qu'on a. Si tant est qu'on a son propre goût, parce que c'est une chose aussi qui est mystérieuse. Est-ce qu'on a vraiment un goût à soi? En quoi il diffère de celui des autres? Si vous voulez, le cinéma m'est apparu, moi, quand j'ai découvert ça, comme le seul endroit où j'étais sûr de mon goût. C'est-à-dire, devant une peinture, je ne suis pas très sûr. Si ma copine me dit c'est extraordinaire, je vais lui dire oui. Ou voilà, un paysage ou le cinéma, je sais. Au bout de 20 secondes d'un film, je sais si pour moi il sera important ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ou qu'il est mauvais. Mais pour moi, je saurais très vite si ça m'importe. Je saurais très vite, non pas que je sois historien du cinéma, je ne connais pas, mais je saurais très vite si c'est inventé ou si c'est copié. Je saurais très vite la part de sincérité qui est indispensable mais qui n'est pas suffisant, parce qu'il y a des films très sincères qui ne sont pas intéressants. Voilà, tout ça je le sais, donc c'est pour ça que je dis que c'est mon île à moi. Vous avez un rapport très fort avec la littérature aussi, vous savez si un poème ou si un roman est beau, vous plaît. Dans Holy Motors, il y a Henry James, il y a aussi les chansons, il y a aussi les paroles des chansons dans tous vos films. Bon, on parlait de Mansé, mais avant c'était... Barbara, ou c'était Bowie, ou c'était Gainsbourg. Les mots sont aussi importants que les images dans vos films. Oui, mais c'est pas mon pays. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Vous les empruntez? Oui, j'aime. C'est incroyable tout ce que le cinéma peut, finalement. C'est inouï. On l'oublie, j'ai l'impression. Mais donc j'essaye. Bon, sur la chanson, sur la musique, sur la danse, comme je pense, moi j'aurais aimé une vie de musique en fait, c'est ça que j'aurais voulu, c'est pas une vie de cinéma, c'est une vie de musique. J'aurais aimé, je pense que la plus belle des vies, c'est la vie des musiciens ou des compositeurs, des chanteurs, des personnes qui peuvent traverser le monde avec rien ou avec une guitare ou trouver une guitare sur place et composer, écrire, chanter pour les gens. Être une rockstar?
Un rockstar, c'est déjà le succès. Le succès, c'est compliqué. Pour avoir du succès avec 2-3 personnes, c'est déjà pas mal. La musique, voilà. Et pourquoi je parle de ça? C'était quoi la question? C'était votre rapport aux mots, mais je parlais aussi des chansons, parce qu'il n'y a pas seulement évidemment les paroles, il y a aussi la musique. Oui, donc j'ai toujours essayé dans les films, si vous voulez, de profiter des mots des autres, ou des chansons, ou des musiques des autres, puisque je ne peux pas composer moi. Et aussi, ce qui est très... c'est comment introduire ces éléments étrangers, c'est-à-dire comment on passe d'un film où ça ne chante pas, je ne fais pas des comédies musicales, j'aimerais bien en faire une, mais je ne l'ai jamais fait. Comment introduire tout d'un coup une musique, une chanson, ou tout d'un coup un corps qui danse, alors qu'avant il ne faisait que marcher. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Mais la chanson de Holy Motors que chante Kylie Minogue, c'est vous qui avez écrit les paroles? Oui, mais pas la musique. C'est ce que et il y a un passage du film, il y a quand même une partie comédie musicale. Il y a un petit bout de comédie musicale dans Holy Motors, la Samaritaine. Oui, en tout cas, c'est chanté, c'est pas dansé, c'est chorégraphié, c'est chanté. Mais là, ça a été vraiment un peu le miracle de la rencontre avec Kylie Minogue, parce que 2 mois avant, je ne savais pas que je tournerais avec elle, je ne connaissais pas Kylie Minogue, je connaissais son nom, mais je veux dire, je ne savais pas qui elle était vraiment. Et là, je suis tombé sur quelqu'un de tellement pur, comme une enfant qui chanterait sous sa douche. Un peu la rencontre de la fée, vous voyez, dans les contes de fées, où le héros se promène dans la forêt et tombe sur une jeune fille nue qui chante sous une cascade d'eau, je ne sais pas. Et donc, là aussi, j'ai hérité ou profité de cette pureté dans cette séquence. Et ça, c'est... Bon, je parlais de la solitude tout à l'heure du compositeur, du chanteur qui peut traverser le monde tout seul, mais c'est aussi une des beautés du cinéma, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. Et on ne fait pas de film tout seul. Pour faire un film, il faut la santé, de l'argent et 2-3 personnes au moins. Justement, on vous voit, enfin en tout cas l'image d'un cinéaste solitaire, silencieux, secret, mystérieux, mais le cinéma, comme vous le dites, c'est un travail d'équipe, c'est diriger une équipe, c'est être avec des gens très différents, c'est donner des indications. C'est comment vous êtes sur un tournage, vous vous sentez très à l'aise, c'est le moment où vous êtes le plus heureux, le plus... Il y a de tout. Je crois que j'ai vécu les pires moments et mes plus beaux moments sur des films, donc il y a de tout. On peut se sentir totalement imposteur, ça arrive souvent. Surtout, moi, j'ai pas fait d'études, j'ai jamais travaillé sur un film avant les miens, si vous voulez. J'ai jamais été sur un tournage avant les miens. Donc forcément, tout ça a commencé par de l'imposture. Quand on a 18 ou 20 ans et qu'on dit aux gens, je vais faire un film, je sais le faire, donnez-moi de l'argent, ça n'est pas naturel. Mais ce sentiment d'imposture est finalement très, très, très riche. Il est toujours là aujourd'hui. Surtout du fait que je tourne si peu. Donc à chaque film, je suis plus un cinéaste. Vous avez l'impression de recommencer à zéro, ou alors d'avoir oublié, ou de réapprendre? Oui, j'ai le sentiment que les gens dans l'équipe me regardent, me disent, qu'est-ce type qui n'a pas tourné depuis si longtemps, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Mais c'est inspirant aussi. De toute façon, même si j'avais pu faire plus de films, j'en aurais pas fait tant que ça. Et de toute façon, je pense qu'il est sain d'envisager chaque film comme le premier et le dernier. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la participation à presque tous vos films de votre acteur fétiche, entre guillemets, Denis Lavant? Puis je voulais poser une question par rapport à Kylie Minogue, mais vous avez déjà répondu. Merci. Denis Lavant. Mais je ne connais pas Denis. On a fait 3, 4, 5 films peut-être ensemble maintenant, mais
Je l'ai rencontré quand on a le même âge et la même taille, donc on avait, je sais pas, 21 ans, 22 ans, sur photo, parmi des photos. Donc on a fait des... Je fais pas d'essais, donc c'était pas des essais, mais enfin je l'ai fait venir devant une caméra. Et puis c'était c'était mon premier film, mon premier long métrage. J'avais déjà retardé d'1 an parce que je ne trouvais pas ce garçon. Et je me suis dit, je ne trouverai jamais ce garçon, et je ne ferai jamais de cinéma, je ne trouverai pas. Et là, j'ai trouvé qu'il est... Bon, physiquement, il était singulier. Et j'étais pas du tout sûr de moi quand j'ai dit, j'ai dit à Denis, ok, on va essayer ensemble. Et puis, on a fait ce premier film, et j'ai pensé que je l'avais sous-utilisé. Je pensais que le film n'avait pas été imaginé pour lui, si vous voulez. Il est rentré dans quelque chose qui existait déjà, et il est rentré. Donc après, je me suis mis à imaginer des films pour lui. Et à chaque film, je trouvais qu'il était... sa puissance, il était lui-même puissance 10 à chaque fois, devenant de meilleur acteur. Et je voyais que physiquement, je pouvais lui demander presque tout. Si j'ai besoin qu'il apprenne à faire des doubles sauts périlleux arrière, pour un film, il le fera. Et il saura le faire. Donc c'était comme... je me sens un peu comme Tex Avery avec Denis Lavant. Et en même temps, depuis le film Merde, je vois aussi qu'il peut jouer des choses que j'aurais jamais pu jouer avant, hein, un vieil homme qui meurt, un père de famille. Donc je peux dire Denis, je ne le connais pas, on n'a jamais dîné ensemble, ou ce n'est pas un ami. Mais pour une certaine sorte de film, c'est-à-dire tous ces films que j'ai faits avec lui, il m'est indispensable. Voilà. Question au fond. Oui, monsieur. Comment s'est arrivé le titre de Holy Motors? Ça m'a fait penser un peu dans du Mécanique céleste. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pourquoi en anglais? Pourquoi Holy Motors? Je ne me souviens pas du tout. Je ne me souviens pas du tout. Il y a eu plusieurs interprétations quand les gens ont découvert le film, le titre. Motors, pensez à mort aussi. Non, j'ai pas pensé à ça. Il m'est apparu, mais ça apparaît après, que le film pouvait être vu comme un film d'anticipation, un film futuriste ou de science-fiction, où les hommes, les bêtes et les machines se liguaient en solidarité contre ce monde virtuel dont on parlait tout à l'heure. Et que donc ces êtres-là, parce que moi j'aime bien les machines, avaient un cœur, et que j'ai appelé ce cœur moteur sacré. Voilà. Pourquoi en anglais? Je pense que j'ai eu plusieurs titres en anglais dans les films. Je suis moitié américain, moitié français. Et je pense que ce garage, en fait c'est le titre, c'est le nom du garage. On s'aperçoit à la fin que c'est le nom du garage où vont dormir les limousines la nuit. Et je pensais que ces limousines étaient internationales. On les entend parler anglais, j'aurais pu mettre d'autres langues. Voilà, donc je ne me souviens plus, mais voilà ce que je peux dire. Oui, madame, on va vous donner un micro au premier rang. Bonjour, Exclusive Magazine. J'aurais bien aimé vous poser 3 questions. Une, puisque vous n'aimez pas parler de cinéma, donc parlons d'autre chose. Quel était le plus mauvais jour de votre vie, le plus beau jour, et puis qu'est-ce que vous aimeriez changer sur cette terre? Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de cinéma. C'était la cinéphilie, il ne faut pas confondre. Ça, je ne saurais pas répondre. Vous
Si je saurais, je ne voudrais pas. Mais la Terre est vaste. Si on parle d'ici ou de des gens qui peuvent aller au cinéma et parler de cinéma, qui ont ce privilège-là. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le virtuel. C'est pas pour... Ce qui m'inquiète, c'est notre manque de courage. J'ai l'impression que le courage baisse. Voilà, j'ai l'impression que... Mais que je ne parle pas uniquement dans le cinéma. Je pense que le courage physique baisse. Le courage civique, le courage poétique. Et qu'il faudrait mettre des cours de courage dans les écoles. Je pense que le virtuel n'aide pas au courage, ça c'est sûr. Ce n'est pas ce qu'on appelle les réseaux. Ce ne sont pas des réseaux de résistance, mais plutôt des réseaux au contraire de délation. Oui, de connivence ou de choses où on se sent grand ou bien en étant finalement tout petit et caché. Donc voilà, je ne sais pas, sur le monde, ce que je pourrais dire d'un peu général. Oui, monsieur, on va vous donner la... Je sens une contradiction. D'un côté, vous dites j'aime les machines. De notre côté, le rapport avec ce monde virtuel où personne ne sait rien faire, où on devient des petites marionnettes de ce monde virtuel. Comment vous voyez à résoudre ça ou à aborder cette contradiction? Non, mais j'aime les ordinateurs, etc., mais ça ne sont pas des machines. Pour moi, ce ne sont pas des machines. Pour moi, il faut voir le moteur pour que ce soit une machine. Il faut qu'on le voie ou qu'on l'entende. Si vous voulez, je veux cette expérience-là. Si je ne peux pas toucher et si tout ça est... alors c'est du réseau, c'est de la communication, c'est autre chose, mais ça, j'aime pas ça trop. Voilà, c'est pour ça que je dis que les nouvelles caméras sont quand même des ordinateurs et pas des machines, et qu'on peut faire des très belles choses avec, mais que je crois que peut-être Holly Motors évoque ça d'une certaine façon, ça oblige si vous voulez, je pense que c'est ce qu'on m'a peut-être reproché des fois, ou en tout cas beaucoup sur les amants du Pont-Neuf, c'est de rendre les choses impossibles. Mais j'ai toujours senti qu'il fallait à un moment passer par l'impossible. Et j'ai souvent cité Cocteau qui disait à l'impossible on est tenu. Pour ça, c'est-à-dire que quand il faut aller contre les techniques, il faut aller contre. On a souvent dit qu'il fallait faire le montage contre le tournage ou des choses comme ça, mais quand on essaie de créer quelque chose, il me semble qu'on doit se mettre contre. Et le problème avec ces ordinateurs, c'est qu'ils sont ni pour ni contre. Si vous voulez, ils sont même pas on ou off, ils sont sur pause. On appuie sur un bouton et puis ça, voilà. Il n'y a pas l'expérience du temps, par exemple. Moi, quand j'ai tourné, je faisais beaucoup de prises. Et les producteurs étaient très nerveux. Aujourd'hui, ils s'en fichent parce que la prise coûte rien. Bon. Alors je dis simplement que pour retrouver l'expérience et le risque de faire, que ce ne soit pas simplement on appuie sur un bouton et on peut refaire 2000 fois, et il faut réinventer des nouveaux risques, de nouveaux défis, de par le récit, de par la relation avec l'équipe, de par l'écriture, l'imagination. Et je pense que dans ce cas-là, c'est intéressant le passage d'une technique à l'autre et l'évolution des techniques. Mais à ce prix-là. Monsieur, oui. D'abord, excusez-moi, on va d'abord donner la parole à Jonah. Non ? Bon. Et après, monsieur, au deuxième rang. Merci. Je voudrais
dans un entretien très beau d'Adriana Prat avec Serge Danet il y a plusieurs années désormais, Serge Danet disait qu'il y avait une tradition du cinéma français qui était en train presque de disparaître et qu'il fallait à tout prix préserver. Et il parlait de Chantal Akerman, Doyon, Carax, Garel. Et il disait, même avec les complications que les films peuvent avoir de temps en temps, ils ne sont jamais parfaits, ils ont des problèmes, mais c'est quand même ça, le cinéma à préserver, à défendre. Quel est votre sentiment sur le cinéma français aujourd'hui? Et vous reconnaissez une communauté de cinéma comme celle dont parlait Danet avec Apra aujourd'hui? Merci. Ça, c'était le travail de Danet. Moi, j'espère pas faire partie d'une tradition, même si j'en fais sûrement partie. Non, j'étais trop éloigné du cinéma. Je me vois pas. Je n'arrive pas à réfléchir de toute façon au cinéma français. Ça m'intéresse pas. J'ai 2-3 personnes que j'aime dans le cinéma français, que je connais très peu de cinéastes, mais j'en connais 2-3. Mais je n'arrive pas à réfléchir au cinéma français, sauf en termes de production, parce que j'ai du mal à faire mes films, mais j'arrive à... Enfin, je pense au cinéma, je pense pas au cinéma français. Je crois que Danet, il y avait... Enfin, on va pas parler de Danet. Bon, j'ai rien, je sais pas. Oui, non. Non, c'est vrai que vous appartenez au cinéma et pas au cinéma français. Il n'y a qu'à voir le rapport, enfin les cinéastes américains, même les spectateurs américains ou japonais, on a l'impression que pour quelqu'un qui fait des films en France, vous avez une audience, vous avez des spectateurs, vous avez une attention qui est très internationale et qui est restée malgré des moments d'interruption, malgré le silence. Les films, mais aussi votre travail a toujours suscité l'intérêt, l'admiration, la passion de spectateurs du monde entier. Vous l'expliquez comment ça? Si vous voulez, pour continuer à faire du cinéma, si vous n'avez pas les entrées, moi j'ai pas les entrées, le box-office, si vous n'avez pas les prix, j'ai pas les prix, enfin aujourd'hui j'en ai un, mais c'est pas le plus coté. Pas encore. Il faut que les films voyagent, sinon ils n'existent pas. Moi j'ai la chance, ils font pas beaucoup d'entrées dans les pays où ils vont, mais ils vont partout. Donc voilà, ça a été ma chance. C'était quoi la question? Sur ce cinéaste français. Ah oui. Anyway. Oui, j'ai une question. Abi? Attends, on va te donner un micro. Abi Sakamoto, qui est jurée de l'Opéra Prima Jury et qui est programmatrice à Tokyo. Comme on a parlé de Danet, il écrivait le rapport entre le cinéma et le voyage. Et il écrivait que maintenant, voir le film n'est plus voyager, c'est aller au tourisme avec le guide. Mais au début, vous avez parlé des enfants qui voient les films. Donc moi, je vais découvrir Rolly Motaz tout à l'heure, donc j'ai pas encore vu le film, mais j'aimais bien voyager dans le film, pas avec le guide, mais rien. Et j'aimais bien poser une question, j'ai pas encore vu le film, mais le fait que je prononce ce nom me rend déjà heureuse. Donc vous pouvez parler de Edith Scobb, leur expérience de travail avec elle. Sur le voyage, bon, il y a un mot qui est important, je ne crois pas qu'il soit prononcé dans Holly Motors. Mais tout à l'heure, je parlais de courage, j'aurais pu parler d'expérience, la soif d'expérience. Et
Puis un jour, j'ai trouvé la définition d'expérience par un écrivain français, Georges Bataille, qui dit c'est le voyage au bout du possible de l'homme. Et voilà. Sur Edith Scobb, non, j'avais filmé Edith Scobb dans un film il y a 20 ans, Les Amants du Pont-Neuf, avec son amoureux de l'époque, enfin qui est son amoureux d'aujourd'hui d'ailleurs aussi. Et puis au montage, il restait que ses mains et ses cheveux, donc je lui devais un film de toute façon. Et quand j'ai imaginé ce film Holly Motors, j'ai pensé il fallait... qui est-ce qui allait transporter Monsieur Oscar d'une vie à l'autre? Parce que j'avais décidé que c'était ça le film. Un homme voyage de vie en vie dans une machine énorme. Et qui est-ce qui conduit cette machine? Je ne sais pas, j'avais une image. Peut-être la première image que j'ai eue, c'était une allégorie de la mort dans les tableaux, ou quelqu'un de très émacié. Et m'est venue la blondeur et le visage extraordinaire d'Edith Scobb. Voilà, donc je lui ai proposé le rôle, mais c'est aussi le fait qu'elle est totalement à part. Je pense que elle et Kylie Minogue sont les deux fées du film, les deux bonnes fées du film. C'est étonnant parce qu'elles ont aussi la même blondeur, la même pâleur, la même pureté et la même part d'enfance. Ce sont deux enfants. Oui. Question de Monsieur Jean-Baptiste Morin, des Inrecuptibles. Oui, bonjour. Je voulais quand même parler un petit peu de cinéphilie parce que moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que justement au sein de mon journal par exemple, finalement il n'y a quasiment que les critiques de cinéma qui aiment votre film. Et c'est une chose qui nous a beaucoup surpris parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et je me disais que c'est un peu bizarre de... Enfin, je pense que quand même votre public aujourd'hui reste un public de cinéphiles, parce que pour nous, votre film est un film totalement, je dirais presque limpide, et on s'aperçoit en parlant avec un critique littéraire, par exemple, qu'il ne comprend pas votre film. Est-ce que vous avez une explication à ça? D'abord, on peut aimer mes films pour de mauvaises raisons. Ça arrive souvent. Mais un film, c'est un quiproquo toujours. Ce que je dis, c'est que les films touchent quelques personnes dans différents pays, mais je ne pense pas que le film touche que des cinéphiles, j'espère que non. Mais les cinéphiles ont le droit d'être touchés par le film. Alors, ce que vous dites sur les... Je ne sais pas. C'est connu que les critiques littéraires ne comprennent rien au cinéma. C'est pas le... Je ne sais pas dire grand-chose du public, enfin du public, des spectateurs. Moi, il m'a toujours semblé, quand je disais tout à l'heure qu'on fait un film pour les morts, qui sont vus par des vivants, mais à la fois, à chaque fois qu'un film sort, je sens que je suis à la recherche d'un ou d'une spectatrice qui manque, qui ne serait pas venue voir le film, mais c'est comme si je devais consulter mon carnet d'adresse pour savoir quelle est la personne qui n'a pas vu le film, dont je pensais qu'elle viendrait, et je ne trouve jamais qui c'est. Donc il y a toujours un spectateur quelque part là-haut qui manque. Oui, monsieur. Brad Gray, réalisateur de Jack and Diane en compétition internationale à Locarno, avec Kylie Minogue aussi dans un petit rôle. Can I ask a question in English? Okay. I was wondering, when you're working on a script, maybe I can't voice this right, but do you see the film at once and you're sort of coloring it in when you're working on the script, or are you sort of drawing a picture and erasing it and figuring it out as you go along? Is the process a sense of discovery, or is it discoveries all at once and then you just have to put it on paper? Well, I'm not a writer, so I don't think I write scripts really. I do write a script at one point for the money and for the people. But I think the film starts with
2-3 images and 2-3 feelings, and then it's all coincidences. You feel, how come you had these images? Okay, so on this film, there were these huge cars that I had seen in America maybe 10 years ago, and then now I see them in Paris, in my neighborhood for Chinese weddings. So I had this idea to use one. And then there was this image of an old woman, gypsy woman on the bridge in Paris, with her back completely bent. And I thought, I will never be able to connect with this woman, not only because of language, but we're a world apart. And so I started thinking, maybe, what if I try to do a documentary about that with one of these women? But I was afraid, if I ever make a documentary, that I would spend my whole life working on it. So then I went the other way. I decided, no, she will be completely fiction. She will be played by Denis, and she will say my words, not her own words. And that's when I think I started to have the idea that these big cars would drive Denis Lavant, the actor, from one life to the other. So you could say he's an actor in the film, but I'm not really interested in actors. I'm interested in the experience of life, how he would travel from one life to the other. Monsieur, au deuxième rang, s'il vous plaît. Vous avez mentionné que... yes, okay. In English, maybe. The question, you talked about courage and risk, and said that the connectivity of the virtuality, which we have with the machines, is in fact helping to reduce courageous behavior. Now, I find it interesting that these cars have a personality in the end in your film. I find this discussion at the end very, very interesting. What I couldn't make out is what personalities they have. And you were just saying that these cars drive Denis around from one life to the other, and it never ends. But the cars get tired. In the end, they dream and they want sleep, etc., etc. Could you tell us what that is? These personalities. I mean, it's not the question of super or less human or animals, or actually, it's a question of are they servants to keep the motors rolling? Are they servants of it all? And what role in this has Céline, the driver? So I think this is a question where we get to the film, and I think it connects also to that story you just told us when you saw that bent gypsy woman, and then to interpret it. You know, how does one get from one life to the other? And then what are the connective wills which do that? Thank you. That's why I should never do Q&As. I should do Q and Qs. Because it's a good question, but I cannot interpret my films. It's very hard. I try to ask all the questions in the film. Maybe that this question is one of them. I don't always have the answers. For sure, these cars are action. In my mind, they what I call experience, if you want.
they're part of the experience. They take you places. They're part of what we call le voyage. I don't know how you say voyage en anglais. Voyage, trip. So they're sacred. They're holy in that sense that they permit the experience of, for us to move on, to go from, you know, one life to the other, as we all have to do. I'm alone. I don't think I can say anything better. I think we're finished. Last question. Moi, j'ai une question par rapport au courage dont vous parliez tout à l'heure, parce que vous disiez que pour vous, on manque de courage et qu'à l'école, par exemple, on devrait avoir enseigné le courage aux enfants. Moi, de mon côté, moi, j'ai l'impression qu'on manque plutôt de confiance en soi. Et de mon côté, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait surtout enseigner la confiance en soi aux enfants et leur faire comprendre très vite qu'ils ont une langue intérieure, une propre langue qui n'est pas forcément la langue maternelle. Voilà, et donc ma question serait, est-ce que pour vous, courage et manque de confiance, ça revient au même, ou est-ce que pour vous, c'est quand même, vous parlez là de quelque chose d'autre? Je pense qu'on a toute confiance en soi, on n'a pas besoin de courage, mais moi, j'avais pas de confiance en moi si je vois l'enfant que j'étais. Mais j'avais confiance en le fait qu'il faut tenter les choses. Je pense, oui, l'enfance. Voilà, je me souviens enfant, je ne sais pas à quel âge, il y a un moment, je pense peut-être vrai pour tous les enfants. Je descends un escalier, je croque dans une pomme et j'entends une voix qui dit « Et puis il descendit l'escalier et il croqua dans une pomme. » Et bon, moi je ne suis pas croyant, je ne pense pas que... Mais à partir du moment où on a cette voix, c'est-à-dire peut-être ce que vous appelez une confiance en soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas... On est seul, mais on ne l'est pas vraiment, on est suivi, on a une histoire, il faut écrire cette histoire. Elle ne s'écrit pas toute seule. Si on nous apprenait ça, qu'il faut écrire sa vie, ça serait peut-être le début du courage, je ne sais pas. J'ai raté quelque chose? C'était la dernière question. Ben, ça s'est terminé par le mot courage, et je pense que c'est un mot qui caractérise non seulement votre dernier film, mais votre démarche artistique et cinématographique, et c'est la raison aussi pour laquelle on a souhaité vous rendre hommage. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas vous saluer et vous avoir avec nous, parce qu'on vous admire beaucoup, et on admire vos films qui sont de plus en plus beaux, et on espère ne pas attendre 13 ans pour voir le prochain. Voilà. Donc, merci. Merci Léos Carax.